Bonjour Didier Demazière. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste en sociologie du travail. Pourquoi un pays comme la Finlande, qui est gouverné par un gouvernement de droite, a recours au revenu universel? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? D'abord, le fait que ce soit un gouvernement de droite a assez peu d'incidence dans la mesure où c'est une mesure qui est défendue aussi bien par certains courants de gauche que par certains courants de droite. Il me semble qu'on le voit dans le reportage. Un des motifs, une des raisons majeures, c'est de répondre à un défi qui est un défi que certains commencent à considérer comme indépassable, qui est l'impossibilité en fait de créer des emplois, je dirais des emplois convenables pour tout le monde. Quand j'entends emploi convenable, je veux dire des emplois qui permettent de gagner sa vie uniquement sur la base de son salaire et des emplois qui garantissent, disons, une sécurité minimale tout au long de la vie. Donc, un des phénomènes majeurs de la conjoncture actuelle, des 20 ou 30 dernières années, c'est la déliquescence de l'emploi, dans le sens pas assez d'emplois, et les emplois qui sont créés sont des emplois, disons, de mauvaise qualité, dans le sens où ils créent des travailleurs pauvres, ou des travailleurs qui s'exténuent en fait au travail sans pouvoir gagner correctement leur vie. Donc le revenu de base, l'allocation universelle, ce que d'autres appellent revenu citoyen aussi, c'est en fait une manière de compléter les revenus du travail. Et donc c'est une manière, disons, détournée de répondre à ce qui apparaît, même si tous les responsables économiques et politiques ne le disent pas loin de là, mais ce qui apparaît comme étant une difficulté insurmontable, en tout cas à court terme, qui est de créer de l'emploi pour tous. Et justement, n'est-ce pas un peu curieux que des politiques aujourd'hui nous donnent la sensation qu'ils baissent les bras et qu'ils sont face à un phénomène qui est irrémédiable? Je pense que c'est aussi une réponse à un épuisement du discours politique qu'on a vu d'ailleurs au cours du quinquennat actuel, qui est la proclamation du fait qu'on va réduire le chômage, qu'on va faire chaque fois des politiques nouvelles, politiques économiques, politiques monétaires ou politiques de l'emploi qui vont réduire le chômage. On entend ça pas depuis les 5 dernières années, on entend ça depuis des décennies en France. Et de fait, les politiques publiques de lutte contre le chômage ont été extraordinairement importantes en France, extraordinairement diversifiées aussi, pour un résultat qui est un résultat quand même extrêmement maigre quand on voit le niveau de chômage persistant. Donc c'est aussi une façon de déplacer le débat et de tenter d'innover, je dirais, au moins aujourd'hui, en tout cas, voilà, dans la rhétorique politique. La mise en œuvre, c'est autre chose. Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec Benoît Hamon lorsqu'il dit que la robotisation ou la numérisation risque aussi de jouer sur le travail, ou en tout cas sur les nouvelles formes de travail? Oui et non. Tout dépend de la façon dont on va réguler en fait ces formes de travail. Depuis le 19e siècle, on sait que les vagues de progrès technique, et la numérisation n'en est qu'une supplémentaire en fait, les vagues de progrès technique transforment le travail dans le sens où elles font disparaître certains postes et certaines fonctions, et elles en font émerger d'autres. C'est ce qui se passe également aujourd'hui. Le problème peut-être aujourd'hui, c'est que les emplois qui émergent dans ce grand mouvement, disons, de numérisation, qui est un mouvement qui n'est pas achevé, loin de là, ce sont des postes qui sont des postes de travail d'extrêmement mauvaise qualité. Et en particulier, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont des postes qui sont aux marges du salariat, et donc aux marges de la protection sociale. Et donc on a un retour, disons, à des formes de fragilité et d'exploitation, dans certains cas, des travailleurs, qu'on avait oublié depuis le milieu du XXe siècle, en fait. Et voilà, donc la crainte est là. La réponse, elle peut être aussi de tenter de réguler ces nouvelles formes d'emploi. Elle peut être aussi, on voit bien que là il y a des débats actuellement, elle peut être aussi de déplacer un petit peu la protection sociale en mettant en place des mesures du type revenu universel ou revenu de base. Alors le revenu universel a déjà été testé, ce n'est pas une idée neuve, mais toujours au niveau local, jamais au niveau national il me semble. Est-ce qu'on a un peu de recul sur les effets de ce revenu universel sur les demandeurs d'emploi, ou en tout cas sur la population active? On a un petit peu de recul sur certaines expériences. Il y a eu notamment des expériences aux États-Unis dans les années 70
qui ont montré que, là aussi dans un contexte où il n'y avait pas suffisamment d'emplois pour la population active et qui ont engendré des effets de retrait du marché du travail, donc de renoncement à l'emploi, hein, pour le dire autrement, qui se sont concentrés sur certaines catégories de population, qui sont les catégories, disons, qui avaient le plus de difficultés à trouver un emploi, en particulier les femmes, et en particulier notamment les femmes parce qu'elles se sont repliées en fait sur des rôles sociaux disons, d'entretien de la famille et du ménage, et puis les moins qualifiés. Bon, donc ça veut dire que le revenu universel peut avoir des effets en fait, disons, d'aggravation des inégalités que l'on observe aujourd'hui face à l'emploi. Inégalité donc au détriment des femmes, inégalité au détriment des moins qualifiés et des moins formés. Est-ce qu'on constate des effets positifs ? Disons que on met en avant comme effet positif le fait que le revenu universel, c'est aussi une manière de reprendre la main en quelque sorte sur sa vie, sur son emploi du temps et la capacité, la possibilité en fait de développer des activités militantes, associatives, sociales, collectives, pour le bien commun, hein, disons. Mais ce qu'on observe en même temps dans les enquêtes, qui ne sont pas des enquêtes sur les bénéficiaires du revenu universel, mais qui sont des enquêtes qui se disent, bon, au fond, qui milite, qui est bénévole, qui est engagé dans la société, on observe que ceux qui sont le plus engagés, c'est aussi ceux qui sont intégrés dans l'emploi, qui sont intégrés dans la vie professionnelle. Et donc, le pari qui est de dire, le revenu universel va permettre de dégager de l'énergie, disons, hein, pour des activités collectives orientées vers le bien commun, faire société en quelque sorte. C'est un pari qui, pour l'instant, n'est pas confirmé, disons, par ce que l'on observe en termes de qui s'engage et qui ne s'engage pas dans la société. Oui, parce qu'en fait, le revenu universel pour tous n'est rien en soi. Il faut tout un processus d'accompagnement pour que ce soit réussi. C'est ça que vous voulez nous dire ? Absolument. Et en fait, il y a deux modèles dans ce processus d'accompagnement. Il y a un modèle qui serait effectivement d'organiser, de favoriser le développement d'activités non professionnelles, hein, utile socialement mais non professionnel. Et puis il y a un autre modèle qui est d'accompagner la mise en place du revenu universel en détricotant le droit du travail, en supprimant le salaire minimum par exemple, ce qui serait en fait évidemment une libéralisation du marché du travail et donc pas seulement une protection sociale, hein, mais aussi la destruction d'une protection sociale assise sur le salariat. Donc là, on a vraiment deux modèles qui sont tout à fait polaires. En fait. Oui, on comprend pourquoi c'est un modèle qui est défendu à la fois par la droite et à la fois par la gauche. Merci beaucoup Didier de Mazières d'avoir répondu à nos questions.